Nous respirons à peu près 12 à 14 000 litres d'air par jour. 14 mètres cubes. 14 baignoires remplies d'air tous les jours. Ça fait des millions de mètres cubes de litres, dans toute une vie. Et pourtant, on se soucie finalement peu de l'air que nous respirons, de sa qualité. C'est une respiration inconsciente, automatique, et on vit de cette façon sans vraiment se soucier. Pourtant, on le sait, c'est à peu près 48 000 morts par an à cause de la pollution de cet air. Mais avant de parler de cette pollution et de ce que la géobiologie peut amener pour améliorer la qualité de l'air, on va se poser la question d'où vient cet air respirable. Eh bien, cet air que nous avons sur Terre, il existe avec ce taux d'oxygène depuis des millions d'années et il est stable. Et je vais tordre le cou encore à une rumeur que l'on entend trop souvent, l'Amazonie, la forêt, n'est pas le poumon de la Terre. En fait, la totalité des arbres, de la matière végétale qui a besoin du soleil pour créer la photosynthèse et de l'oxygène, eh bien, représenterait, et je prends bien le conditionnel car les études, les scientifiques se posent vraiment des questions sur le nombre de moles d'oxygène que dégage la forêt. Mais certains pensent que c'est à peine 30% de l'oxygène sur Terre. Certains disent carrément que c'est proche de zéro parce que l'oxygène rejeté la nuit par la flore eh bien, est récupéré par les insectes, toute finalement la faune qui habite dans ces milieux et aussi est récupérée en partie par le végétal lui-même. Donc d'où vient notre oxygène? Eh bien, c'est un long processus qui a démarré il y a à peu près 3 milliards d'années. Ce sont les cellules eucaryotes, ce sont les mitochondries qui ont créé l'oxygène sur Terre dans des quantités astronomiques. En fait, ce sont les phytoplanctons qui nous apportent l'air en grande majorité respirable, l'oxygène bien sûr. L'azote est un de ses composants le plus important, c'est encore une autre histoire. Mais cet oxygène provient en fait du phytoplancton. Si le phytoplancton vient à disparaître, la cyanobactérie, eh bien, il n'y a plus d'oxygène, ça chute. Et il nous faut peu en moins d'oxygène dans l'air pour avoir de grandes difficultés à respirer. On passerait de 21% à 18%, ce serait déjà une catastrophe. Ce phytoplancton, il vient de petites cellules que l'on appelle les eucaryotes. Et les eucaryotes, c'est ce qui est présent dans la totalité de notre corps. En fait, on pourrait dire que nous sommes colonisés par les bactéries eucaryotes et c'est elles qui ont créé ce corps. Car sans elles, nous ne pourrions pas vivre. En fait, la respiration automatique que nous avons, c'est possible que ce soit les eucaryotes qui ont créé ce corps pour mettre en place cette respiration par les poumons pour qu'elle puisse vivre. Ce sont donc ces micro-organismes qui, entre guillemets, nous contrôlent. Mais je vais revenir sur l'origine de l'oxygène parce qu'il y a peu, nous avons découvert, les humains ont découvert quelque chose d'assez incroyable, c'est l'oxygène noir. Il est possible que nous soyons à l'aube encore de nouvelles découvertes sur l'origine de l'oxygène sur la Terre et peut-être que finalement les 70% de l'oxygène dû aux cyanobactéries ne le seraient pas. Peut-être même que l'oxygène noir aurait encore plus d'importance. Tout est en train d'être découvert. Et d'où provient cet oxygène noir? Noir parce qu'il n'a pas besoin de lumière, il n'a pas besoin de photosynthèse pour être créé, à l'instar des cyanobactéries.
Cet oxygène noir, il vient de petits nodules, en fait, minéraux, qu'on appelle, je ne sais plus, des nodules polymétalliques, parce qu'ils sont constitués de cobalt, de nickel, cobalt, nickel, fer et manganèse. Et les industriels ont bien envie de mettre la main sur ces petites pierres sphériques au fin fond des océans. Et c'est eux qui créent de l'oxygène par des réactions chimiques. On n'en sait pas plus. On ne sait pas la quantité. On sait juste que ces nodules, ces petites pierres, sont tellement nombreuses que les industriels ont envie de les récupérer, bien sûr, pour la fameuse terre rare, c'est-à-dire les matières premières nobles dont nous avons besoin aujourd'hui dans nos téléphones, dans nos batteries, etc. Sauf qu'il n'y a pas d'étude d'impact. Donc c'est en train en ce moment d'être découvert. Est-ce que l'oxygène noir serait responsable de la création des eucaryotes en même temps que les cyanobactéries? Nous le saurons bientôt. Donc l'Amazonie, comme je vous disais, n'est pas le poumon de la Terre. Et il faut savoir que l'Amazonie n'est pas non plus en fait une forêt primaire. Forêt primaire, c'est-à-dire des forêts qui sont de l'origine de la création de la Terre. Eh bien, il y a encore peu, grâce aux imageries LIDAR, il a été découvert tout un réseau de routes et de constructions sous la forêt primaire. Et tout ce réseau aurait, on ne sait pas encore le dater, peut-être 3000 ans d'existence. Ça veut dire que la forêt amazonienne telle que nous la connaissons aurait peut-être seulement 3000 ans aussi d'existence. Donc ce n'est pas une forêt primaire. Ça expliquerait beaucoup de choses. Continuons sur l'air et sa qualité. Donc dans le fonctionnement d'une cellule comme celle-ci, il y a plusieurs organismes importants comme l'appareil de Golgi, la cellule ici, et vous avez là des petites choses oranges qui sont les fameuses mitochondries. Et les mitochondries, c'est elles qui récupèrent l'énergie, enfin qui récupèrent les électrons dans l'oxygène pour créer de l'ATP, l'adénosine triphosphate. L'adénosine triphosphate, c'est le carburant des cellules. Et sans ce carburant, les cellules ne fonctionnent pas, elles meurent. En gros, le corps humain a besoin de nourriture pour fonctionner, c'est son carburant. Eh bien, la cellule a besoin d'électrons, d'oxygène, de respiration pour avoir son propre carburant. Vous allez souvent entendre que le sucre, c'est notre carburant. On a besoin de manger du sucre, c'est ça qui nous permet d'avoir de l'énergie. Eh bien, pourquoi nous avons réduit l'énergie au sucre? C'est à cause des mitochondries. La mitochondrie, elle a tout un système chimique pour décomposer les électrons. Enfin, l'électron permet la décomposition, mais donc de décomposer l'énergie en ATP. Eh bien, avec une molécule de glucose, une mole de glucose, elle réussit à fabriquer 36 moles d'ATP. C'est le glucose qui donne le maximum de rendement. C'est celui qui est le plus efficient finalement. C'est pour ça que nous avons conclu très rapidement que le sucre était indispensable à notre vie. Sauf que nous avons oublié que le sucre, c'est celui qui bouche les artères, c'est celui qui crée le diabète, l'obésité, bref, c'est un tueur en silence des êtres humains. Arrêtons de manger du sucre, ça ne veut pas dire que nous aurons moins d'ATP. En fait, l'ATP
Et il est très difficile d'avoir des résultats, en tout cas des informations sur ce sujet. Par exemple, est-ce que une protéine, un lipide, combien donne une mole de lipide en ATP? Combien donne une mole de protéines en ATP? Je ne le sais pas. Je n'arrive pas à trouver ces informations. Mais ça en donne. Donc si nous mangeons moins de sucre, mais plus de végétaux avec des protéines ou des œufs, eh bien nous aurons aussi un apport d'ATP. Nous n'avons pas besoin de manger de sucre pour être un bon sportif. D'ailleurs, beaucoup de sportifs, type les rugbyman ou les haltérophilistes, sont aujourd'hui végétariens, même certains véganes. J'en ai rencontré personnellement, j'ai été bluffé. Ce sont des armoires à glace, ils sont véganes. Ça a d'ailleurs permis de changer mon point de vue sur les protéines animales. Aujourd'hui, en effet, je suis convaincu que nous pouvons manger que des végétaux et avoir les fameux 8 acides aminés essentiels. Continuons cette formation. Imaginez cet animal. C'est le plus rapide mammifère. 120 km/h en pointe de vitesse. Il est carnivore. Il ne connaît pas le sucre. Il ne connaît pas Beguinsey. Et pourtant, il est capable de prouesse. Ça veut bien dire que l'énergie qu'il récupère grâce aux mitochondries, l'ATP, eh bien, il est capable de grandes prouesses sportives. Je pense, et nous sommes nombreux, à penser que finalement, ce qui apporte l'énergie, c'est l'air que nous respirons. Plus nous respirons vite, plus nous emmagasinons de l'air et nous pouvons courir plus vite, soulever plus fort, etc. Eh bien, c'est l'apport d'électrons qui nous apporte plus d'énergie. L'électron, c'est la vie. Sans électrons, un déficit d'électrons, c'est plus de protons, plus de neutrons. C'est par exemple ce que nous retrouvons dans l'air pollué de nos villes. Et ce déficit crée en effet des maladies respiratoires. Plus d'électrons, plus de vie. Pour récupérer de l'électron, premier donc conseil géobiologique pour être en bonne santé, pour respirer un bon air, c'est avoir donc plus d'électrons dans l'air. Il y a plusieurs solutions. Par exemple, ne pas manger de nourriture qui est passée dans un ioniseur. La ionisation des aliments, elle se fait de plus en plus, elle est de plus en plus répandue. C'est un sujet extrêmement tabou en France, mais par exemple, pas du tout tabou en Australie, qui sont les premiers à avoir ionisé en rayonnement gamma, pas rayonnement gamma, pardon, un rayonnement très faible qui va tuer en fait la vie dans les pommes de terre, dans les épices et dans plein d'autres. Je crois qu'en fait l'Australie ionise quasiment tous les aliments qu'elle importe ou qu'elle exporte. Donc ça tue la vie, ça veut dire qu'il n'y a plus d'électrons dans ces aliments. En tout cas, il y a une chute bien sûr vertigineuse. Ce qu'il faut éviter aussi, ce sont toutes les matières synthétiques. Les matières synthétiques, il se crée donc l'électricité statique et ça écarte les électrons de notre enveloppe. Donc nous captons des électrons par la peau et avec la matière synthétique, ça se fait moins. Et bien sûr, tous les aliments raffinés qui perdent leur valeur nutritive, leur énergie, leur vivant,
c'est aussi à éviter car il y a pauvreté en électrons. Bref, si vous voulez avoir un apport d'électrons, il faut manger de la nourriture vivante, c'est-à-dire acheter au marché qui sort de votre jardin. Et là, vous aurez un apport d'électrons hyper important. Les aliments qui viennent du sol sont extrêmement riches en électrons. Tout ce qui est carottes, par exemple, tout ce qui pousse dans la terre, récupère énormément d'électrons. C'est le fameux courant tellurique, nourricier de la terre. Mais il n'y a pas que cette solution. Vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus matérialistes, comme les ioniseurs d'air, qui, attention, certains sont pas du tout efficaces, d'autres le sont. Les Suédois sont très bons, très en avance sur ce sujet, et trouvez la marque que je vous mets ici. Vous êtes sûr d'avoir quelque chose de très bon. Il y a aussi une autre solution, c'est le bol Jacquier, qui vous permet en quelques minutes d'avoir l'apport en électrons d'une grande balade en forêt. D'ailleurs, pour s'oxygéner et récupérer de l'électron, rien de tel que d'aller se promener sur la plage, pieds nus, car les électrons remontent, nous sommes des antennes, comme l'arbre est une antenne à électrons, eh bien, les électrons passent par la peau. Vous avez aussi les balades en forêt qui vous permettront de vous recharger. C'est pour ça que la sylvothérapie est tout à fait reconnue comme une médecine à part entière au Japon. Et bien sûr, les méthodes de respiration méditative, très bonnes pour la santé et récupérer des électrons. Voici ce qu'on pourrait dire sur la qualité de l'air et comment améliorer votre oxygénation. Passons au prochain, c'est-à-dire les 3 heures sous les intempéries. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais dans les vidéos, je ne peux pas tout vous dire, comme par exemple tout ce qui est en lien avec le nettoyage, l'harmonisation des lieux, des objets, des pierres. Eh bien, en allant à la formation avec le lien ci-dessous, vous vous inscrivez en quelques clics et vous pourrez découvrir que finalement, la sauge amérindienne, la fameuse blanche, ça ne sert à rien. On va redécouvrir les plantes européennes qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont d'ailleurs faites pour l'Europe, pour le territoire européen. Vous allez découvrir le son comme puissante façon d'harmoniser les lieux, mais je ne vous en dis pas plus. Inscrivez-vous et rejoignez-moi à la formation. À bientôt!